Bonjour, je suis Franck Atlan de la Prépa Orlum et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce salon Studirama consacré aux poursuites d'études en master. Alors le thème de cette conférence, ça va être réussir son admission en master. Vous allez voir que c'est un sujet qui est très intéressant, un sujet aussi qui vous concerne dès lors que vous êtes candidat à un master. Et je vais d'abord vous parler un petit peu de moi, vous dire un peu quel est mon parcours. Donc moi, je suis diplômé en fait de l'ESSEC, grande école. Donc moi, j'ai fait un master grande école classique après une prépa HEC. Et j'ai également un diplôme en philosophie de l'université Paris 4 Sorbonne. Et je suis aujourd'hui donc directeur de la prépa Orlum, une prépa que j'ai fondée en 2006 après une carrière qui n'a rien à voir avec ça. J'étais dans les cosmétiques et dans le luxe chez LVMH et chez L'Oréal. Et donc j'y ai passé plus de 5 ans, aussi bien à Tokyo, New York, Paris, sur des marques que vous connaissez, Parfum Christian Dior, Kérastase en coiffure, mais aussi des marques qu'on appelle franco-françaises chez L'Oréal, qui sont des marques de L'Oréal que vous connaissez forcément, Ushuaïa, DOP, Narta, Mixa, Jean-Louis David, Menen, euh, et plein d'autres marques. Et en fait, c'est assez courant, vous verrez dans votre carrière, de croiser des gens qui ont des parcours qui changent au fil du temps. C'est enfin, quelque chose qui est assez commun. Maintenant, il faut savoir que dans mon cas, l'enseignement n'est pas du tout arrivé par hasard, hein. Dès l'âge de 15 ans, j'ai souvenir d'avoir déjà enseigné en cours particulier beaucoup. Et j'ai ensuite, une fois que j'ai intégré l'ESSEC, lorsque j'étais donc à l'ESSEC en première année, on m'a proposé en fait d'enseigner le Taj Mahal dans une prépa parisienne privée. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé très jeune, à l'âge de 20 ans, à enseigner à des publics qui parfois étaient même plus âgés que moi. Et j'ai par la suite écrit des ouvrages de préparation au concours, et dont la fameuse Bible du Taj Mahal et Bible du score et message, qui sont aujourd'hui numéro un des ventes en France depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est un parcours assez classique, encore une fois, hein, de changer. C'est vrai que moi, le grand écart entre le marketing des cosmétiques et l'éducation peut paraître comme ça un petit peu énorme, mais sachez encore une fois que c'est quelque chose qui est que vous rencontrerez dans votre vie. Alors, en tant que spécialiste aujourd'hui enfin, des épreuves de Taj Mahal, de score et message, mais aussi de dossiers de candidature et d'entretien, car je suis moi-même membre de jury de concours en fait, hein. J'interviens dans plusieurs écoles de commerce et de management aujourd'hui en tant que membre de jury. Je suis à même de vous donner quelques conseils qui j'espère vous seront utiles, voire très utiles. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre déjà aujourd'hui, c'est que quelle que soit la formation que vous allez euh, à laquelle vous allez postuler, vous allez devoir en fait montrer patte blanche de ce qu'on appelle un dossier de candidature. Ça, c'est ce qu'on appelle un invariant. Ce sera toujours là en fait. Et ce dossier de candidature doit être pour vous en fait une formidable opportunité de faire un vrai travail sur vous. Donc, il faut surtout pas prendre ça comme une corvée, ou comme une charge, ou comme un fardeau, ou comme une obligation. Prenez-le comme un grand moment de plaisir, un grand moment de rencontre avec vous-même, un moment où on fait le point sur qui je suis aujourd'hui, ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie, comment je me perçois, comment les autres me perçoivent, et puis ce que je veux faire demain, concrètement. Où j'aimerais aller, comment je vois ma vie dans 5 ans, comment je vois ma vie dans 2 ans, dans 10 ans. Il faut se projeter, réfléchir un petit peu à ce que vous voulez être plus tard. Donc c'est plutôt un moment plaisant. C'est des moments parfois qui peuvent être un petit peu des grands moments de solitude qu'on n'a pas l'habitude, mais je peux vous garantir qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux vous garantir effectivement que ce sont des moments plutôt extrêmement plaisants. Je trouve que ce sont des moments importants, même dans une vie, que de se poser à un moment donné, de savoir ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on peut améliorer dans notre vie, les points sur lesquels on peut se bonifier, on peut se stimuler, et tout ça, bien entendu, en accord avec ses envies, avec ses goûts, avec ses capacités aussi. C'est quelque chose qui est très important, je pense, de faire régulièrement. Et c'est vrai que, quelle que soit la formation à laquelle vous postulerez, que ce soit un IAE, un master grande école, un master spécialisé ou un master classique universitaire, je crois qu'il est vraiment important de prendre le temps de savoir pourquoi vous voulez faire ça, à quoi ça sert. Car il sera très important de toujours garder à l'esprit
Et c'est, je crois, en fait, le secret des meilleurs candidats que je croise à Orlum dans le cadre des préparations et des aides que l'on peut faire dans nos prépas pour les masters. On croise beaucoup de personnalités finalement qui réussissent haut la main leurs admissions pour une raison qui est commune à tous ces meilleurs candidats. Ça va être en fait qu'ils ont compris que la formation à laquelle ils postulent, aussi prestigieuse soit-elle, aussi importante soit-elle, aussi coûteuse soit-elle, aussi tout ce que vous voulez, n'est qu'un moyen en soi et non pas une fin. Ce qui fait qu'ils ont compris en fait qu'ils doivent partir aujourd'hui d'un point A pour arriver à un point B et que la formation elle est au milieu. C'est en fait le tremplin, la passerelle, le pont qu'il y a entre le point A et le point B. Ces meilleurs candidats en fait sont capables aujourd'hui de réussir la majorité de leurs admissions, et j'ai envie de vous dire presque indépendamment de leurs résultats, au Taj-Maj, au CV. Je dis pas que tout ça ne sert pas. Enfin, je dis pas au CV, plutôt au Taj-Maj, au TOEIC, aux entretiens. Et je dis pas que tout ça ne sert pas, évidemment que ça sert. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas cette base solide, c'est cet édifice qui est ce point A, qui est ce point B, et que l'école constitue un pont et non pas une fin en soi, ça va être très difficile de convaincre vos jurys. Donc, en fait, si on cadence un petit peu déjà les différentes choses que vous allez devoir, sur lesquelles vous allez devoir travailler pour réussir vos admissions. Parce que vous avez compris que c'était sélectif. Vous avez aujourd'hui, dans le cas des IAE, une très forte sélectivité. Gardez à l'esprit en grosso modo 10% d'admis sur les meilleures formations en IAE, les plus demandées. Parfois c'est même moins. Si je prends le cas par exemple gestion de patrimoine à Gustave Eiffel à Créteil, à l'IAE de Gustave Eiffel à Créteil, on est plutôt sur du 50 dossiers admis en gestion de patrimoine pour peut-être 600 ou 700 candidatures. Donc je suis pas trop mauvais en maths, on doit être à peu près sur du 7% si je me trompe pas. Donc voilà, c'est du 7%, du 7-8%. Donc c'est faible. C'est quelque chose vraiment qu'il faut garder à l'esprit. Alors après, tous les IAE ne sont pas aussi sélectifs, mais on va dire que la plupart des IAE et des meilleurs IAE et les grands noms des IAE aujourd'hui sont des IAE où vous allez avoir une sélectivité en moyenne à 10%. Donc ça montre quand même à un moment donné qu'il y a beaucoup de d'appelés, mais pas forcément beaucoup d'élus. Et d'où d'ailleurs l'importance de multiplier les candidatures. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il faut multiplier les candidatures aujourd'hui en IAE si l'on veut vraiment avoir une chance d'intégrer un IAE. Si je prends le cas des masters grandes écoles, les masters grandes écoles aujourd'hui, master grande école, je sais pas moi, à l'ESCP, à l'ESSEC, à l'EM Lyon, à l'EDEC, à Schema, etc. On va être, d'ailleurs Schema qui vient d'être classé 6e dans le classement du Figaro, on peut saluer la progression constante d'une école, c'est quelque chose de très très agréable à voir, de voir qu'il y a une espèce d'édifice comme ça un petit peu indécrottable qui commence à bouger. Ça fait plaisir de voir que les lignes bougent un petit peu. C'était une aparté parce que j'ai un aparté ou une aparté, je sais plus comment on dit. Ça, c'est pas une question de tâche-mâche, ça. Mais typiquement, il peut y avoir effectivement, enfin aujourd'hui des écoles qui commencent à bouger, à faire bouger un petit peu les lignes. Et j'ai fait cette parenthèse-là parce que j'ai effectivement beaucoup d'élèves à la prépa qui, qui ont beaucoup misé sur Schema ces dernières années. Et je suis très heureux pour eux de savoir qu'ils sont dans une école aujourd'hui où ils sont non seulement dans une école qui est très dynamique et qui effectivement propose ce qu'ils promettent. C'est-à-dire que je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui leurs promesses sont tenues. C'est important quand vous évaluez une école de bien vous renseigner si toutes les promesses qui sont faites sur l'accompagnement, sur la complexité des programmes, les professionnels qui interviennent, il faut être sûr que les promesses soient bien tenues. En tout cas, Schema est une école qui tient ses promesses et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les classements aujourd'hui lui font la part belle. Alors, c'était juste une parenthèse parce que je pensais à tous mes élèves effectivement à la prépa qui misaient sur Schema plus que d'autres écoles et ils ont bien eu raison. Si on ferme cette parenthèse, ces grandes écoles, on va être à peu près sur une sélectivité de l'ordre de ouais, entre 8 et 10% à peu près aussi. Alors attention, ça c'est pour le top 6, top 5. Si maintenant on prend le top 12, top 15, on est sur un 20-25%. Et si on élargit au top 25, on est sur plus de 50%. Donc aujourd'hui, naturellement, si vous voulez intégrer une école de commerce lambda,
vous n'aurez pas de difficulté, hein. Il y aura des écoles où vous aurez vos places, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais là, évidemment, Orlom a vocation d'accompagner les étudiants qui veulent réussir les meilleures écoles. C'est pour ça que vous venez nous voir généralement. C'est pas pour intégrer une école lambda, c'est parce que vous voulez vraiment viser le top 10, le top 5 des meilleures écoles. Et pour le coup, retenez ça aussi, une sélectivité monstre, une sélectivité de type 10, 12 8% si on prend le HEC, si on prend les SEC. Donc on va avoir quand même une sélectivité importante. Si on prend le cas des masters grande école, c'est pas beaucoup mieux. Les masters grande école, franchement, pas beaucoup mieux. Les masters, excusez-moi, les masters universitaires, pardonnez-moi. C'est beaucoup de cas, hein. Des fois, je me perds un petit peu. Les masters universitaires, on va être là pour le coup sur une sélectivité qui est très relative. Il y a des masters évidemment où vous entrez comme dans un bureau de poste, hein, il y a aucun problème, hein. Il y a des masters un peu planqués dans certaines universités, à Paris comme en province d'ailleurs, où il est très facile d'entrer, hein. C'est un peu généralement le plan C de tous les étudiants. Alors, c'est pas forcément bon, très valorisant d'être dans un master un peu lambda avec un intitulé qui sert pas grand-chose et on se dit bon, moi j'aurai une place. En même temps, écoutez, enfin, c'est de bonne guerre, hein. Il faut bien que vous ayez une place quelque part et vous restiez pas complètement sans formation durant une année, hein. Mais c'est vrai que pour le coup, on a sur les masters universitaires une sélectivité qui est très relative. Il y a une sélectivité par exemple sur Dauphine qui peut dépasser même pas, enfin qui dépasse à peine enfin 3-4%. Et on peut avoir d'autres masters universitaires où on est quasiment à 80-90%. Donc si vous voulez, on va avoir une très grande fourchette, hein, en termes euh, de sélectivité à l'université. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement variable, encore une fois. Alors après, ça se sait, tout ça. C'est quand même des chiffres que vous pouvez avoir dans les universités en leur demandant. Maintenant, il n'y a pas de publication officielle là-dessus. Ça reste quand même des établissements d'État. Donc, ils évitent quand même de se faire concurrence entre eux. Quand vous êtes aujourd'hui à l'université, vous ne pouvez pas vous promulguer meilleure université par rapport à une autre université de moins bon niveau parce que on est quand même sur des établissements étatiques et on n'est pas censé véritablement donner des classements pour favoriser une université plutôt qu'une autre. Mais sachez quand même malgré tout, encore une fois, que je pense que vous le savez, que les meilleurs masters universitaires aujourd'hui, que ce soit en droit, que ce soit en économie, que ce soit en finance, que ce soit en ressources humaines ou autres, les meilleurs sont très prisés et il suffit de vous renseigner et vous allez très vite comprendre que globalement vous êtes plutôt sur un ratio aussi de 10 à 15% d'admis à peu près. Bon, après, la bonne nouvelle dans tout ça, quand même, c'est que il y a les masters spécialisés. C'est le quatrième point, hein. On a parlé des IAE, on a parlé des masters grande école, on a parlé ensuite des masters universitaires et maintenant des masters spécialisés. Alors, les masters spé, la sélectivité est un peu moins forte, mais si on prend quand même le top 3 des meilleures écoles HEC, SEC, ESCP, hein, qui est pour Orlom quand même le trio de tête, hein, qu'il faut viser quand on veut faire un master spé, parce que le master spé, c'est quand même aussi non seulement apporter une marque, mais aussi une expertise, mais aussi une qualité vraiment exceptionnelle de cours. Donc autant viser le top 3, le top 5, le top 6 max. Là, généralement, on va être sur une sélectivité selon les masters spé comprise entre 10, 12 et 25%. Donc il y a des masters spé qui sont quand même très jouables globalement. Et parfois, c'est le master spé que vous visez, que vous pensez être très sélectif, n'est pas si sélectif que ça, c'est du 20%. Bon, après, c'est du 20%, hein. 20%, ça veut dire quand même qu'il y en a une personne sur 5 qui est prise, hein. Donc ça reste quand même sélectif, hein. Si on prend certains masters, hein, à un moment donné je sais pas moi, sur tout ce qui va être RSE, logistique, culture, qui sont des masters de niche comme ça, il va y avoir assez peu de place et beaucoup de candidats. Donc là, il faut faire attention aussi quand même sur ces masters-là à ne pas arriver comme un touriste, hein. Il faut bien sûr être préparé pour ça. Alors, là, je vous ai présenté rapidement en fait le contexte. Maintenant, en termes d'épreuves. Tout à l'heure, quand je vous l'ai dit, j'ai commencé par vous dire le dossier est un invariant. Vous aurez un dossier partout, que vous soyez candidat en master grande école, en master universitaire, en master spécialisé, en IAE. Attendez, je reprends. IAE, master grande école, master universitaire, master spécialisé. Vous allez, dans tous les cas, devoir présenter un dossier de candidature. Ce dossier, en fait, comprend quoi? Il comprend un CV, une lettre de motivation,
Il comprend des lettres de recommandation très souvent. Et puis après, selon les écoles, selon les formations, on va vous demander de rajouter les preuves que vous êtes bien impliqué au niveau associatif, des preuves comme quoi vous êtes bien licencié au niveau sportif, des preuves comme quoi vous avez bien effectué tel ou tel travail en groupe, ou parfois il y a même des écoles qui demandent des contrats de travail maintenant pour être sûr que vous avez bien une expérience de CDD, de CDI ou de stage. Il y a des écoles qui demandent des conventions de stage maintenant. Donc voilà, bon, peu importe. Et en tout cas, toujours les mêmes choses qui sont demandées. Je vous donne quelques conseils là-dessus rapidement. Et d'ailleurs, je pense que c'est le point sur lequel j'aimerais vraiment appuyer mes conseils aujourd'hui. Alors, la seconde chose qu'on vous demandera, ça va être Taj et TOEIC. Ça, on pourrait faire une conférence entière là-dessus. Malheureusement, ça va être difficile aujourd'hui de vous donner des conseils élargis sur le Taj en particulier. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous inviter à télécharger une petite brochure PDF sur le stand Orlom. Donc, vous tapez Orlom là sur votre AURLOM, Orlom, AURLOM, sur le site du salon Studirama. Et là, vous allez avoir accès à notre stand. Naturellement, vous pouvez discuter avec nous, nous poser des questions en one-to-one, en individuel, mais vous avez aussi des documents. D'ailleurs, c'est une plateforme qui est très bien faite. Il y a des documents que vous pouvez télécharger en fait, et qui sont des documents que je vous invite à regarder. Et je vais vous mettre enfin, je vous ai mis un document, excusez-moi. Je vous ai mis un document qui est justement comment obtenir les meilleurs scores au Taj Mahal. Et d'ailleurs, vous verrez dans ce document, il y a aussi une petite surprise, vous verrez ça. En tout cas, c'est un document qui, à mon avis, est essentiel pour le Taj Mahal. En tout cas, vous allez avoir accès à ce document-là. Et sur le TOEIC, alors oui, excusez-moi, sur le Taj Mahal, le Taj Mahal, n'oublions pas que c'est pour les masters grande école, les masters spécialisés qui le demandent, et quelques IAE aussi, attention, il y a quelques IAE qui demandent aujourd'hui le Taj Mahal. Et donc, vous passez, on a dit le dossier, le Taj Mahal ou le TOEIC, je mets dans la même catégorie, parce que le TOEIC, en fait, c'est le Taj Mahal des IAE, je répète, le TOEIC, oh là, j'ai des bêtises, le score IAE message, excusez-moi, je reprends. Pardonnez-moi si c'est un peu brouillon. De cette candidature, pour tout le monde, Taj Mahal et score IAE message, c'est un test d'aptitude. Logique, mathématique, verbal. Il y a de l'anglais aussi en score IAE message, mais c'est surtout en fait un test de logique, de calcul, d'expression française qu'on appelle du verbal. Et donc le Taj Mahal, c'est un test qui est demandé pour les grandes écoles et les masters spécialisés et quelques IAE. Et le score IAE message est demandé pour quasiment tous les IAE, à part ceux qui proposent aussi le Taj Mahal. Et on va avoir en plus de ça un TOEIC, un test d'anglais ou un TOEFL. Mais c'est vrai que nous, on recommande à la prépa de passer le TOEIC. C'est un test un peu plus accessible, un peu moins long à préparer. Et enfin, on va demander aussi est-ce que vous passiez les entretiens de motivation. Donc ça, c'est très important, les entretiens de motivation. Et ça, c'est quelque chose qui est un invariant aussi. 95% des formations que vous postulerez en Master 1 en Master sont assujetties à un entretien de motivation, ce qui est normal. On veut quand même savoir à qui on a affaire, on veut rencontrer les futurs candidats. Donc ça, c'est pour que vous compreniez bien un peu le système. Donc Taj Mahal, allez voir le PDF gratuit disponible sur le stand virtuel Orlom sur le site du stand Studirama. TOEIC, ça, c'est pas là-dessus que je peux donner les meilleurs conseils. Entretien de motivation, ça naturellement, on aurait pu en faire une conférence entière, mais c'est un peu tôt. D'ailleurs, je pense qu'il y aura d'autres salons, master qui seront organisés, je pense, dans l'année. Donc, n'hésitez pas à revenir sur Studirama pour y participer. Et certainement qu'à l'approche des épreuves orales d'entretien, on proposera aussi une conférence sur les entretiens de motivation. Mais de toute façon, vous verrez aussi sur Sandorlam, il y a quelques vidéos où on donne des conseils justement sur les entretiens à regarder, c'est très important. Et pour le coup, là maintenant, il nous reste du temps pour parler du fameux dossier de candidature. Alors voici les 3 conseils que je vais vous donner pour le dossier de candidature. D'abord, mon conseil sur le CV. Le CV est la pièce maîtresse de votre candidature. Sachez que tous les membres de jury vont lire votre CV. Ils sont payés pour ça, ils sont rémunérés pour le faire. Donc c'est pas un CV que vous envoyez comme ça par hasard pour une offre d'emploi ou une offre de stage ou je ne sais quoi et qui sera peut-être lu ou peut-être pas lu. Là, vous savez que votre dossier, comme vous payez
En tout cas, vous payez sûr pour les grandes écoles et pour les masters spécialisés. Bon, peut-être que sur les autres, ils demandent quelque chose, mais je suis pas sûr. Je crois pas. À regarder. En tout cas, vous payez et donc ce sera lu. Ça, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que tout ce que je vais envoyer va être évalué, va être lu. C'est quand même sympa. Et là, pour le coup, sur le CV, c'est la pièce maîtresse, c'est le plus important. Ce CV, en fait, doit contenir évidemment, tout ce que vous savez d'être un CV. Ça veut dire à un moment donné, la partie formation, la partie expérience, la partie langue et ce qu'on appelle le logiciel, ou enfin logiciel ou autres compétences, peu importe. Et ensuite, la partie plutôt hobby, enfin ce qu'on appelle activité extrascolaire et engagement associatif. Alors voilà, sur le CV, ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Au niveau de la formation, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez vraiment changer. La formation, où est-ce qu'elle est? En revanche, ce qui va être important, c'est de bien valoriser en fait la dernière formation à laquelle vous avez été inscrit. Donc ça veut dire concrètement dire en petit, écrire en petit, que vous avez eu des cours, notamment dans telle ou telle matière, avec tel ou tel professeur, que vous avez obtenu tel ou tel très bon résultat dans telle ou telle matière. Et ça, c'est important de détailler un petit peu la partie formation. Sur la partie expérience, naturellement, vous avez toujours une bonne excuse quand vous êtes passé par la fac pour dire à un moment donné, oui, j'ai pas eu le temps de faire des stages, etc. Il n'y a pas de problème. Non, il est où le problème en vérité? C'est que si vous voulez faire du commerce et du management, le problème, c'est que quand même, on va avoir des écoles aujourd'hui qui vont exiger que vous ayez une expérience à un moment donné un peu commerciale avec un grand C, au sens très large. Et donc, il est essentiel que vous ayez de l'expérience. Alors, cette partie commerciale, c'est-à-dire quelque part ça veut dire une expérience où il y a un échange, quoi. Vous avez vendu des services pour quelque chose. Donc, typiquement, le babysitting, le cours particulier, évidemment, ça marche parce qu'on est dans une relation qui est commerciale, où vous allez avoir besoin de valoriser votre apport. Vous avez besoin de fixer un prix pour ça. Vous allez avoir besoin de suivre votre enfant que vous suivez votre élève. Vous allez avoir besoin également de relancer la personne. Donc il y a quand même une relation un peu commerciale qui se noue. Donc on parle des cours particuliers, on peut parler aussi comment dire, du babysitting. Ça c'est vraiment le truc hyper classique auquel on pense pas, mais il faut absolument mettre. Bien entendu, les stages sont très bienvenus. Alors si vous avez un stage qui est censé démarrer au mois de mai prochain ou au mois de juillet prochain, bah mettez-le, vous mettez stage à venir et au moins on saura que vous avez un stage à venir. Ensuite, vous allez avoir de la partie expérience, bah, vous avez quand même des mois devant vous. Et puis, je sais pas, on a quand même avant-hier Monsieur Macron qui nous a annoncé quand même la réouverture des commerces dès ce dimanche. Donc, il y a un moment donné, dépêchez-vous d'aller prêter main forte à certains commerçants en proposant vos services de façon rémunérée ou gratuitement et en proposant de travailler quelques heures le samedi, quelques heures le dimanche, quelques heures en soirée et comme ça, vous avez une expérience dans la vente, dans une boutique. Et franchement, vous faites toutes les boutiques de la rue principale de votre ville et les boutiques d'à côté. Vous demandez de l'aide à papa, maman, les tantes, les oncles. Et les oncles, forcément quelqu'un qui, dans votre entourage, a un commerce à un moment donné. Et donc, rien ne vous empêche de prêter main forte à plusieurs reprises dans ces commerces-là pour commencer à avoir une expérience business, une expérience commerciale. Et même une boulangerie, une charcuterie, une cordonnerie, peu importe. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la relation avec le client. C'est le fait que vous avez compris qu'il y a une question d'argent en jeu, qu'il y a peut-être des questions que vous poserez sur la comptabilité, sur comment on gère une caisse, sur la promotion, la communication, savoir comment je gère mes clients fidèles. Il y a plein de sujets business qui vont remonter à la surface et qui permettront d'avoir quand même des choses à raconter après à l'oral et aussi sur votre dossier de candidature. Parce que parfois, il y a quand même des écoles qui demandent de détailler un petit peu plus les expériences. Donc, je pense que c'est important quand même de se dire que c'est jamais trop tard. C'est une bonne nouvelle, ça c'est jamais trop tard. Ça veut dire que là, si vous voulez, dès la semaine prochaine, vous trouvez une expérience professionnelle, même qui dure 2 semaines, même qui dure 3 semaines, même qui dure un mois, même qui dure 3 mois, mais en bossant que 2 heures par semaine, c'est pas gênant. Vous mettrez 3 mois et après, vous expliquerez que c'était, si à l'oral on vous pose la question, vous direz, bah non, je bossais là-bas que une demi-journée par semaine. C'est
c'est pas gênant, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est d'avoir de l'expérience. Et même pour vous, je pense que c'est essentiel comme d'avoir de l'expérience. Vous pouvez pas aujourd'hui faire du business et du management sans avoir aucune expérience dans le business. Si vous aimez pas le contact client, si vous aimez pas le contact de l'argent, si vous aimez pas la question de motiver, communiquer, stimuler les ventes, stimuler la communication, franchement, ne vous aventurez pas dans cette voie-là, ça va vous agacer. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment important de se dire que même si votre CV vous paraît un peu faible, vous paraît un peu pauvre, il est jamais trop tard pour le remplir. Donc déjà, on le remplit quoi qu'il arrive avec des stages, on a des stages, CDD évidemment qu'on remplit. Si on n'a ni stage ni CDD, on n'oublie pas le babysitting, on n'oublie pas les cours particuliers, on n'oublie pas éventuellement un engagement associatif extrêmement professionnalisé, hein, ça veut dire que vous êtes vraiment là-bas depuis longtemps, etc. Et on n'oublie pas tout ce qui va être aussi l'expérience terrain professionnelle dans la boulangerie, la pâtisserie, bon, le restaurant ça va être dur là en ce moment, je sais pas moi, dans un marché de fruits et légumes, peu importe, débrouillez-vous, trouvez-nous une expérience hein, dans une boîte de fringues, ce que vous voulez. Ensuite, sur la partie langue, et logiciel, généralement, moi, je vous invite vraiment à rajouter une quatrième langue vivante. Ça veut dire qu'il est vraiment essentiel que vous rajoutiez une quatrième langue. C'est effectivement important parce que très souvent, il faut garder à l'esprit que, alors quand je dis quatrième langue, c'est que le français, c'est évidemment votre langue maternelle. Après, il y a anglais, toujours, normalement. Après, il y a toujours allemand, espagnol, chinois, arabe, ou ce que vous voulez. Et puis là, je vous invite vraiment à rajouter une LV3, donc, ou une quatrième langue, parce que les écoles de commerce et management, comme vous le savez, sont toutes tournées vers l'international. Elles valorisent beaucoup les profils internationaux. Donc, naturellement, vous allez commencer maintenant à télécharger Babel, Duolingo, des applications pour apprendre des langues assez facilement. N'oubliez pas qu'on ne vous demandera pas d'être bilingue d'ici 6 mois ou je ne sais pas quand vous passerez vos euros. On vous demande juste à un moment donné d'être débutant, de vous intéresser à une nouvelle langue. Donc, apprenez ce que vous voulez, le hindi, apprenez l'italien, le portugais, apprenez le danois, le suédois, apprenez l'hébreu, l'arabe, le japonais, ce que vous voulez, juste à un moment donné montrer que vous développez une certaine appétence pour ça, un goût pour ça, des facilités pour ça. Et même si vous êtes que débutant, vous savez dire bonjour, comment ça va, je m'appelle Franck en japonais, hein, c'est largement suffisant pour montrer que vous avez cette volonté de développer votre CV. Pareil pour les logiciels, il peut être opportun aussi sur les logiciels de commencer à vous aventurer sur Photoshop, sur Illustrator, sur InDesign, sur Bloomberg, évidemment d'adapter ça à votre projet professionnel. Enfin, le dernier conseil, c'est évidemment sur le bas du CV, quand vous parlerez de vos activités extrascolaires, il sera très important de bien préciser vos activités et de leur donner vraiment de l'épaisseur, de leur donner vraiment du punch. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met pas littérature, mais on met littérature du 19e siècle, entre parenthèses, Zola Balzac, on met pas cinéma, on met cinéma d'auteur américain des années 80-90, on met pas série, on met série télévisée historique, entre parenthèses The Crown, virgule, je ne sais quelle autre série un peu historique si on aime les séries historiques. Et surtout, très important, on parle de la vie associative. Ça, c'est extrêmement important. On parle de la vie associative parce qu'effectivement, il va falloir que vous soyez engagé au niveau associatif. Donc rendez-vous dans vos mairies de ville pour demander où est-ce que vous la liste des associations. Tapez maison des associations de votre ville et allez-y et renseignez-vous et que vous soyez impliqué au niveau associatif pour les amoureux du chocolat, les amoureux du cheval, les amoureux des balades en forêt le matin pour les champignons, ou que ce soit bien sûr après pour la Croix-Rouge ou pour les petits frères des pauvres ou pour, je sais pas moi, les restos du cœur ou ce que vous voulez. Il y a pas de jugement, hein. On aimera votre engagement associatif aussi bien pour les orchidées que pour les restos du cœur. On se dira pas: «Ah les orchidées, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Les restos du cœur, bravo, c'est un bon chrétien». Non, non, je veux dire à un moment donné, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Quand on est membre de jury de concours comme moi, nous ce qui nous intéresse en fait, c'est qu'il y ait quelque chose qui bat, un cœur qui bat, une volonté de s'impliquer dans un projet
commun, dans un travail de groupe, une volonté d'aller ailleurs, de s'exposer, de communiquer, de gérer des situations très variées. On veut voir en vous les germes du futur businessman, du futur manager, de la future directrice, de la future responsable. On veut voir tout ça en vous, on veut voir cet œil-là briller à un moment donné. Et par la vie associative, ça peut très bien passer au niveau du message. Donc voilà, ça c'était pour rapport au CV. Et par rapport à l'aide de motivation, là, n'hésitez pas à nous consulter à Orlum. C'est pas comme un teaser que je fais, c'est juste que malheureusement, j'ai pas plus de temps que ça. En tout cas, voilà, sachez qu'à Orlum, on va vous conseiller beaucoup sur la lettre de motivation naturellement. C'est un énorme travail qu'on fait avec vous. C'est un travail notamment sur une réflexion extrêmement poussée sur votre projet professionnel, car faites très attention, s'il n'y a pas de projet professionnel, vous n'avez aucune chance d'être admis dans ces formations-là. Ces formations-là durent entre 1 pour le master spécialisé et 2 ans pour les masters grande école, master universitaire, ou 2 ans et demi si on prend les IAE, avec les licences 3, bon peu importe, c'est des formations courtes. Donc il faut qu'il y ait un projet professionnel extrêmement abouti, extrêmement formalisé et avancé. Et donc là-dessus, alors là, on vous aide beaucoup à le formaliser et à le mettre après en avant, à le mettre de façon euh, enfin, à le valoriser véritablement dans le cadre de motivation. Et vous verrez qu'il y a aujourd'hui des tuteurs à Orlum qui seront là pour vous et nous vous offrons donc de vous accompagner dans ce cadre-là. C'est des formations qui sont à tiroir, hein. Vous pouvez très bien demander 2 heures, 4 heures, 6 heures, voilà, avec un coût évidemment qui va varier en fonction du nombre d'heures que vous utilisez chez nous. Et puis après, n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu ce qu'on fait au niveau des stages intensifs pour le TAJMAJ et le TOEIC, hein, parce que évidemment ces tests sont très importants, hein, si vous voulez vraiment défendre votre candidature et avoir les meilleures chances. Et bien entendu, pour les entretiens de motivation, on a aussi des choses à vous proposer là-dessus. Voilà, en tout cas, rendez-vous sur le stand d'Orlum. On est là avec plaisir pour vous accompagner, pour vous renseigner dans un premier temps. Et je vous dis à très bientôt et surtout une très très bonne réussite dans vos différentes émissions. Au revoir.